Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir toutes et tous, on se retrouve pour ce débrief de la 9e journée de Ligue 1 à J+1, comme ça on est un peu plus reposé, on va pouvoir analyser ça un peu plus proprement que de s'énerver, ce qui je pense aurait été le cas si on avait débriefé vraiment dans la foulée du match d'hier. Et avec moi donc pour débriefer donc cette défaite, on le rappelle, à Nice 2-1, je serai avec Patrice. Salut Pat. Salut. Bon, on savait plus que c'était une défaite depuis le temps. C'est vrai que ça faisait extrêmement longtemps. C'était Lyon, je crois. Si Lyon, pas de bêtises. Exactement. C'est ça. Où on avait perdu pareil dans un scénario un peu bizarre, un peu dur, mais bon, très différent de celui qu'on a vécu hier. On va évidemment revenir en long, en large sur le match, mais surtout sur les faits de jeu. Avant et pendant le match, et voire après le match. Et on va commencer par l'habituel j'aime pas. Patrice, je te laisse la main. Mon j'aime, c'est simple, il n'y en a pas, tout simplement, parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut aimer dans ce match. Tu commences, tu as déjà la blessure de Zakaria sur l'échauffement, donc ça commence déjà très bien, t'enchaînes sur une première mi-temps où tu as des mains dans la surface qui te sont pas sifflées, un but qui t'est refusé sur un hors-jeu qui est ultra limite, tu finis par un carton rouge. T'enchaînes sur une deuxième mi-temps où c'est toi qui donnes le but à l'adversaire pour qu'il gagne le match. Il n'y a absolument rien qui fait que ce match t'as envie de l'aimer, quoi. Il y a rien qui ressort, quoi. Et à l'opposé, moi j'aime pas, c'est encore une fois un arbitrage de Pignard, quoi, qui encore une fois des décisions qui sont unilatérales à chaque fois. T'as l'impression que ça va toujours dans le sens de l'adversaire, là, de Nice, pour ce coup-ci. Alors, je veux bien, à chaque fois, c'est des décisions qui sont un peu litigieuses, les mains qui sont dans la surface, ça peut se regarder, le tac par derrière sur Enrique aussi, le hors-jeu, bien sûr qu'il y a hors-jeu, même s'il est de quelques millimètres, ça a été dans l'autre sens contre Metz, là, c'est contre nous. La faute sur Singo, moi j'ai plus l'impression que la faute elle est sur Singo que l'inverse. Le carton rouge, on en reparlera aussi tout à l'heure. Bien sûr que c'est Vanderson qui fait 2 fois des fautes qui sont débiles et qui le méritent, mais voilà, ça fait un enchaînement à chaque fois qu'il y a des choses, mais chaque fois la décision va dans le sens de l'adversaire, et c'est pas le premier match, quoi. On en est à 10 matchs de suite où on gagne pas avec lui, c'est quand même quasiment improbable que ça se passe comme ça. Sur ces 10 matchs, on a quand même pris 6 cartons rouges, alors que je crois pas au complot. Je me dis quand même à ce niveau-là, on n'en est pas là, qu'un arbitre nous déteste et qui fait exprès de... Mais bon, ça fait quand même beaucoup de circonstances qui s'accumulent, quoi, qui fait qu'on a vraiment du mal à y croire et que ça fait mal, quoi, de final que cette défaite, elle arrive là-dessus, quoi. Elle arrive pas parce qu'on a eu un adversaire qui est meilleur que nous, qui a appuyé où ça fait mal, non. On est là parce que beaucoup de choses sont pas allées dans le bon sens et on perd, et en plus c'est sur le derby, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Mais encore une fois, on va pouvoir revenir, et je te rejoins assez sur le côté unilatéral surtout, parce que toutes les décisions sont du 50-50, sauf que tu as quand même cette sensation que ça bascule un peu toujours du même côté, et c'est plus ça qui est problématique. Moi, mon j'aime, malgré tout, j'en ai un. J'ai aimé les 40-45 premières minutes, jusqu'à l'égalisation niçoise. Malgré tout, tu es quand même bien dans le match, tu domines, tu as beaucoup de situations, tu marques un premier but refusé. Encore une fois, moi, je suis pro-VAR, mais j'ai toujours dit que ces hors-jeux jugés avec 2 lignes étaient ridicules. Bon, de temps en temps, ça nous a servi. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Malgré tout, tu prends quand même le score et t'es meilleur que Nice. Il y a même pas de souci là-dessus. Et mon j'aime pas, c'est un peu la manière dont la journée même s'est déroulée, parce que quand tu vois déjà les compos annoncés, tu te rends compte que les Niçois, quand même, il leur manque pas mal de monde. Eux, ils viennent de faire un match 2 jours après nous, en Hongrie, qu'ils ont perdu, donc ils sont quand même pas dans une grande forme. Toi, t'es au complet, à l'exception de Salissou et Balogun, mais t'es quand même plutôt au complet. Et puis déjà, avant le match, bim, t'as le premier coup près qui tombe avec la blessure de Zakaria. Et puis après, le match sur lequel on va revenir, qui commence très bien, et puis qui bascule pas loin de la catastrophe en l'espace de 5 minutes. Et puis cette seconde mi-temps où t'es dominé, où t'arrives à te procurer 2-3 situations, mais globalement c'est les Niçois quand même qui en ont énormément, et avec un peu plus de précision de leur part, un match d'équipe qui a quand même plutôt
fait un bon match. Le score aurait pu être plus salé. Mais c'est vrai que c'est cette double action en fin de première mi-temps qui fait complètement basculer cette rencontre. La compo, Patrice, justement, j'en parlais. Globalement, on était sur ce qu'on pouvait s'attendre, l'équipe type, jusqu'au forfait de dernière minute. Bon, avec l'équipe type, ça peut discuter juste pour le choix de Ben Seguir qui est sur le banc, à la rigueur. Ouais. Même en comptant que Zakaria soit là, parce que, voilà, on se doutait que Golovin allait revenir dans le 11, donc forcément, il y a un des mieux qui allait sortir. Et ça paraissait le plus logique que ce soit Ben Seguir qui était sorti à la mi-temps du match précédent, parce qu'il avait fait une prestation qui était plus que moyenne. Et surtout, c'est le joueur qui avait quasiment le plus joué depuis le début de la saison, parce qu'il avait raté aucun match. Donc ouais, ça paraissait logique que ce soit lui qui sorte. Là où je suis moins d'accord, par contre, c'est le choix de Hutter de faire jouer Magassa quand il sait que Zakaria est blessé. Pour moi, il doit faire entrer Ben Sekir et les mettre Golovin à côté de Camara, pas lancer comme ça. Je pense que du fait qu'on joue contre un adversaire qui était quand même grandement diminué, qu'on était sur une belle série, moins fatigué que l'adversaire, il a dû penser que voilà, il pouvait se permettre de faire jouer Magassa sur ce match-là et de reposer Ben Seguir, parce que je pense que c'était surtout ça sa volonté. Et on va le voir là quand on va commencer à parler de la première mi-temps, mais c'était un très très mauvais choix quand même. Ah, c'est sûr que le choix s'est révélé désastreux. Maintenant, moi, je veux quand même être honnête, au moment où je vois déjà que Zakaria est forfait, c'est évidemment une énorme tuile, hein. C'est notre meilleur joueur depuis le début de saison, et plus que le côté meilleur joueur, c'est le capitaine, c'est le leader, c'est celui qui organise un petit peu tout. Donc évidemment, tu perds ce joueur-là, ça fait extrêmement mal, au poste qui est peut-être le poste le plus important, en plus dans une équipe, voilà, ce poste de milieu défensif, milieu central, relayeur. Voilà, on le sait, hein, on a eu Fabinho, c'était total bonheur, on a mis énormément de temps à le remplacer, Tchouaméni avait fini par le faire, mais il est resté tellement peu longtemps qu'on n'en a pas vraiment pu en profiter. Là, de nouveau, on en a un de très haut niveau, et c'est vrai que quand il est pas là, ça se voit tout de suite. Maintenant, le choix de Magassa, pour moi, il n'était pas non plus complètement délirant, à partir du moment où, de toute façon, tu sais que ce poste-là, on l'a suffisamment dit cet été, on aurait dû recruter quelqu'un de plus. Mais malgré tout, il est international U20, enfin jeune en tout cas, pas U20, mais moins de 23. C'est un joueur avec un potentiel, il faut aussi lui donner du temps de jeu. Quand il avait été titulaire face à Lens, si je dis pas de c'est Lens, ouais, il n'avait pas fait un match catastrophique, on l'avait d'ailleurs plutôt même plébiscité pendant le débrief avec Zakaria justement, mais il était à côté de Zakaria et pas à côté de Lamine Camara, qui est un excellent joueur. Ce que j'allais dire, c'est qu'il était avec Zakaria. Pour moi, il est plus complémentaire avec un Zakaria qu'avec Camara, parce que chaque fois qu'on a associé les deux, ça s'est jamais bien passé. Donc je pense que voilà, si on doit lui donner du temps de jeu, oui, avec Zakaria, qui sont peut-être beaucoup plus complémentaires dans leur rôle qu'avec Camara. Oui, mais et le souci, c'est que s'il y a un point fort qu'avait Nice par rapport à tous ces absents, c'était le milieu de terrain, quoi. C'était un peu là où ils avaient encore leurs très bons joueurs qui étaient disponibles, quoi. Après, je vois ton idée, ça était de. Après, bon, on n'en a pas trop parti sur le. Quand on est à 11 contre 11, on a bien vu que voilà, on a clairement le ballon, qu'on sait très bien le récupérer et qu'on n'a pas trop peur de leur milieu de terrain quand même. Non. Mais après, c'est surtout quel est l'autre choix. Tu fais reculer Golovin. Oui, mais. Golovin Camara, bon, je suis pas non plus très. Toi, Golovin Zakaria, ok. Golovin Camara, je suis pas non plus très convaincu du. En fait, on revient toujours au même point. C'est où t'as pas Zakaria. Je te rejoins à 100%. Le problème, c'est le recrutement. Ça, depuis la fin de l'été, on le dit, c'est pas compréhensible. Il y a un écart qui est trop colossal entre nos deux titulaires et les deux remplaçants derrière. C'est ça, parce qu'il y a Materazzo aussi, hein. Plus trop. Ça aurait été pareil. Je pense pas que ça aurait changé énormément. Non. Dommage, il y a un écart qui est trop considérable pour une équipe qui veut jouer beaucoup de choses et qui va jouer beaucoup de matchs, quoi. C'est pas incompréhensible qu'il n'y ait pas un troisième joueur qui a un très bon niveau pour les secondés. Malgré tout, la première mi-temps, Patrick, j'en parlais, elle est plutôt bonne parce que Monaco est meilleur que Nice et Monaco impose son jeu. On peut en parler d'un bloc, hein. Ces 40 premières minutes, elles sont quand même plutôt positives. Tu finis par ouvrir le score après quand même 2-3 bonnes situations, dont ce but refusé une première fois à Embolo. Mais t'as déjà la sensation, et t'en parlais dans ton j'aime pas, d'un arbitrage un peu
un peu orienté, et en tout cas dans la prise de décision, à savoir que les Niçois font quand même plusieurs fautes et ne sont pas sanctionnés de carton jaune, et nous, sur la première, Magassa, bam, c'est carton jaune, il n'y a pas de... C'est... Le couperet tombe directement, en fait, quoi. Alors que la faute, en plus, il se casse à moitié la gueule, il est sur le côté, ça vaut pas jaune, quoi. C'est extrêmement sévère. Non, les jaunes pour nous vont tomber quand même très facilement, même par la suite, quoi. Hormis bon, le cas de Vanderson, on pourra discuter après, mais pour les autres joueurs aussi, je trouve que c'est vraiment très très limite les cartons qu'il a mis à chaque fois. Mais ouais, là on arrive, ce que tu dis, on est vers la 40e, on arrive bientôt à la mi-temps, il n'y a que 1-0 et on a quand même des regrets de dire qu'on ne les a pas plus tués parce qu'on a eu pas mal de situations chaudes, on a largement la domination du match, comme face à Lille, on les presse très très rapidement, on récupère très rapidement les ballons, on se projette. Et au-delà du premier but qui est déjà refusé, on a ces 2 mains dans la surface qui sont quand même très marquées, quoi. Bon, après, un peu, c'est toujours litigieux une main, hein. Je suis d'accord, même si la deuxième, on voit quand même bien le Niçois qui se penche pour faire opposition avec son corps et sa main elle est décollée, elle touche le ballon, quoi. Bon, enfin bon. Mais pareil aussi, il y a un tac par derrière qui est fait sur Enrique, il lui prend bien la jambe d'appui derrière et le fait tomber, quoi. Il y a même, là, c'est même pas une histoire de mettre un rouge parce que Enrique est quand même en position d'aller frapper. C'est ne serait-ce qu'il ne même pas une faute pour nous, quoi. Non, il laisse le jeu se continuer sur l'action, quoi. Ça paraît aberrant. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est chaque décision, si tu la prends individuellement, bon, c'est pas non plus catastrophique qu'elle soit pas sifflée pour nous, mais c'est vraiment le fait qu'elle s'additionne au fur et à mesure du match, je crois que ça commence à faire très lourd, quoi. Jusqu'en arriver, du coup, au premier but niçois, quoi. Premier but niçois, donc pareil, hein, qui fait suite à un duel sur le côté entre Singo et... par contre, j'ai oublié quel est le niçois. Honnêtement, voilà, encore une fois... Peut-être, ouais. Très honnêtement, je pourrais pas te dire avec certitude. Encore une fois, voilà, c'est un duel. Les deux se tirent un peu le maillot, prise de position. Et bon, ils décident de sanctionner Singo. Pourquoi pas? Tu peux siffler. Et en plus, il lui met un jaune. Il lui met un jaune. Bah après, il est dans la logique. À partir du moment où tu considères qu'il y a faute, c'est quand même une annihilation. Pas il est sur la touche, quoi. Il peut pas les marquer d'où il est, quoi. Non, c'est un débordement. Pour moi, elle est pas dangereuse, l'action. La faute, elle est pas non plus sévère. Elle est pas une mise en danger de l'adversaire. Alors, déjà qu'il siffle faute contre nous, alors que clairement, c'est l'attaquant qui retient Singo. J'ai un peu du mal à le croire. Mais en plus, qu'il lui mette un carton là-dessus, quoi. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, quoi. C'est dur. De toute façon, ouais, on peut considérer que c'est dur. Et là, bah, sur le coup de pied arrêté, il y a une non-défense de Magassa qui tout simplement ne saute pas en duel. Et Majeki, malgré tout, il ne peut pas faire un petit peu mieux aussi quand même sur cette tête. Sur l'action, je suis d'accord. Je pense que Majeki, il est un peu trop en retard et qu'il aurait pu sauter et aller la chercher. Ça nous aurait fait beaucoup de bien en tout cas. Et donc voilà, bon, déjà à partir de là, t'es un peu frustré parce que t'as quand même un peu cette sensation que les Niçois, ils ont eu une occasion, en plus elle est sur coup de pied arrêté, ils avaient eu une ou deux autres situations, mais qui venaient déjà de perdre 2 balles, souvent de Magassa. Voilà, de toute façon, qui va sortir à la mi-temps, ça sera notre flop numéro 1, parce qu'il y en a d'autres. Il fait clairement une première mi-temps catastrophique en tout point, il n'apporte rien de bon, il semble pas perdu sur le terrain, mais en tout cas perdu quand il a le ballon dans les pieds, il sait pas quoi en faire, il y a très peu de bonnes décisions, alors qu'il n'est pas particulièrement très pressé à plusieurs reprises. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau, c'est cette expulsion de Vanderson. Alors déjà, il avait pris un carton quelques minutes avant, Patrice. Ouais, pour une faute débile, j'ai envie de dire. Pas à faire cette faute, parce que du coup, il fait un beau geste, il récupère le ballon, et derrière, il le perd, et donc du coup, un peu en vengeance, quoi, il va mettre un taquet, quoi, il va faire une faute, quoi, qui est... Pour moi, le jaune, il est mérité, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une faute qui est bête, il n'avait pas à faire ça, donc il prend son carton jaune. Bon, après, c'est une chose, quoi, ça peut arriver dans le match, quoi, mais après ça, il n'a pas à faire l'action qu'il fait à la 45e, là, pour aller pousser le joueur, pour
pour essayer de jouer vite le ballon, quoi. T'as un carton jaune, tu sais que l'arbitrage il est très chaud contre toi. Je pense que forcément les joueurs le savent avant le match. Ça c'est de toute façon. Scuro, on en a parlé dans l'après-match. Il a dit toutes les statistiques qu'il peut y avoir avec Pignard contre nous. Donc forcément les joueurs sont au courant. On doit leur dire attention, cet arbitre va clairement siffler contre nous des choses. Donc t'as pas à faire ce que tu fais, quoi. Et encore, celle-ci s'arrête là, je pense qu'il n'y a pas le carton. Si les deux joueurs s'arrêtent là, le problème c'est que derrière ça part en bagarre. Et forcément, du moment qu'il y a bagarre, c'est tout à fait logique que Pignard sorte les cartons pour les deux joueurs qui ont lancé cette bagarre. Donc même sur le carton rouge, j'ai rien à lui reprocher à Pignard, parce que les deux jaunes que prend Anderson, ils sont clairement pour lui, quoi. C'est lui qui fait la connerie et qui nous met dans la merde, si on peut dire. C'est ça, avec Anderson, hein, qui est quand même un peu coutumier du fait, d'énervement, de tension, et à ce moment-là, voilà, c'est terrible, parce que même si tu viens de te faire égaliser et que t'es forcément frustré parce que t'étais supérieur, il te reste 45 minutes derrière et qu'il n'y a pas de raison que ça continue pas. T'as quand même 2-3 éléments à faire rentrer sur ton banc. Je pense que de toute façon, Hutter était parti pour faire sortir Magassa. Il a peut-être été également poussé par le rouge, mais il nous a déjà montré qu'il était capable de faire sauter des joueurs à la mi-temps qui n'étaient pas dedans. Très honnêtement, je pense que Magassa aurait été dans ce cas-là. Donc, ouais, voilà, c'est terrible. Il va te rester 45 minutes à tenir à 11 contre 10. Et donc, ouais, rapidement, la seconde mi-temps, Patrice, globalement, t'es plus la même équipe qu'en première mi-temps. Voilà. T'es dominé par des Niçois complètement revigorés qui reviennent avec d'autres intentions aussi parce que ils sont en supériorité numérique, donc ils se permettent de jouer un peu plus offensivement, de prendre un peu plus de risques. Et alors, un peu plus offensif, parce qu'on a quand même la possession sur la deuxième mi-temps. Hein. Ouais, la possession. Moi, je les vois surtout faire bloc bas, et du fait que, du coup, déjà qu'à 11 contre 11, on a un peu du mal à jouer contre les équipes qui mettent le bus. Là, du coup, un de moins, c'est un peu plus compliqué encore. Et pour essayer surtout en contre-attaque, ils ont tout à fait raison. Hein, c'est la meilleure solution, mais c'est nous qui faisons quand même le ballon et essayons de construire pour aller marquer le but, quoi. Il y a énormément de situations quand même. Par contre, oui, ils ont un paquet en contre-attaque, c'est sûr. Dès qu'on perd un ballon, forcément, on a un de moins derrière, il se projette très très rapidement. Et du coup, c'est rapidement des face-à-face en 1 contre 1, soit avec un défenseur, soit même directement avec Majiki. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que je relis le résumé, mais c'est vrai qu'on va avoir notre seule vraie grosse situation peu de temps après. Il y a un bel arrêt de Majiki face à Guessant. C'est cette barre de Lamine Camara. Sur un arrêt un peu suspect du gardien de Niçois qui l'a dévié un peu sur son poteau, même barre transversale. Voilà. Là, ce qu'on n'en a pas parlé, mais on en a fait 2 quand même, des barres transversales dans le match. Mon premier mi-temps aussi, on en a fait une. Je l'ai plus en tête. C'est quand Minamino il déborde et qu'il est sur la ligne, et du coup qu'il centre, mais il centre vraiment très proche, et que du coup Boulka la claque. Et du coup, mais la claque pas assez fort, du coup, elle tape sur la barre et elle revient au jeu. Oui, d'accord. Ok, oui. Bon, après, c'est pas c'est un peu barre transversale. Oui. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que là, voilà, t'as vraiment les 2-3 minutes un peu folles où derrière, c'est chaud qu'il va avoir une autre grosse occasion. Mais t'as quand même la sensation, voilà, que t'as laissé passer ta chance. Mais voilà, tu dois savoir aussi te contenter du nul. Tu continues de vouloir remporter le match, qui est plutôt une bonne chose, mais tu vas prendre un but assez lunaire et qui, moi, malgré tout, me rappelle un peu celui qu'on prend à Zagreb dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. C'est que tu as un corner. Bon, la contre-attaque se passe différemment, mais tu laisses quand même très peu de monde derrière en soutien, en défense à Zagreb, et tu prends ce but en 2 contre 2. Là, bon, c'est différent. C'est Crépin Diatta qui lance parfaitement en profondeur, à la limite du hors-jeu. Gaëtan Laborde, qui a tout le temps du monde pour faire son face-à-face avec Majeki. J'espère que la manette valait le coup quand même, parce que la passe elle est belle. Non, je sais pas. Franchement, j'ai même pas revu l'action, parce que quand j'ai vu le but, après ça m'a énervé, j'ai pas vu la ralenti, j'ai pas voulu le revoir après. Donc je sais pas si il a fait une passe sans regarder en pensant qu'il y avait forcément un défenseur central derrière et qu'il a pas fait attention, ou si il a raté sa passe pour la renvoyer à Majeki en fait. Ouais, moi je sais pas ce qu'il a raté, quoi.
Mais clairement, il n'y a personne et du coup, il lance en profondeur. Du coup, celui qui est rentré en La jeu. board. La board, ouais, voilà ça. Il lance la board qui, du coup, Majeki sort vite, essaye de boucher au maximum l'angle, mais bon, voilà, la board fait une très belle frappe qui met à ras le poteau, donc pas de miracle du côté de Majeki. Et t'en peux plus à ce moment-là du match. Franchement, là, c'est vraiment la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase en disant, mais c'est pas possible, quoi. Là, c'est dur. Là, c'est le retour des passes décisives, hein, comme on avait l'habitude de répéter il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on faisait pas trop, là. Ce type de match avec ce type d'erreur, ce type de but. Et c'est vrai que là, c'est terrible parce que là, t'as vraiment la sensation d'être revenu là sur ces 2 débuts de saison catastrophiques il y a 2-3 ans là où tu prenais des rouges et où en plus t'avais des individualités qui en plus de ça te plombaient sur des buts. Quand c'était pas ton gardien, c'était une fois Disasi, une fois Maripane, une fois, enfin bref, les joueurs qui étaient là à l'époque. Et là, bah, tu retombes en plein dans ça, quoi. Donc, ouais, Diatta, ouais, je sais pas vraiment ce qu'il veut faire. Je pense qu'il veut la donner à Majeki, mais honnêtement, moi, quand je vois l'action en direct, je me dis, bon, bah, il repasse juste par derrière, doit y avoir, je sais pas, moi, Lamine Camara, ou, quoique c'était peut-être lui qui tirait le coup de pied arrêté, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et quand tu te rends compte qu'il y a absolument personne, tu dis, mais c'est pas possible. C'est, bon, voilà. Voilà. Jusqu'à la fin, il va plus se passer grand-chose. Il y a une tête d'Embolo, il y a encore 1 ou 2 situations pour Nice, mais globalement, il y a Ben Seguir qui était rentré, qui va apporter un petit peu, va faire un petit peu de bien, mais sans non plus réellement mettre le portier Bulka en danger. Et bah donc, c'est la première défaite de la saison pour Monaco, après donc 11 matchs. Sans défaite sur ce début de saison. C'était 8 victoires, ouais, c'est ça, 8 victoires, 3 nuls. Ça s'arrête à Nice, évidemment. Il fallait que ça s'arrête là-bas. C'était également notre première défaite lors de la saison du titre. Maintenant qu'on est à J+1, on le sait, Monaco reste second, puisque Marseille n'y arrivera jamais, je pense, contre Paris. Alors je pense aussi que les Parisiens, c'est quand même un match qui coche particulièrement, parce que ils le jouent quand même d'une manière un peu différente, qu'ils sont capables de jouer d'autres matchs de Ligue 1. Et voilà, les Marseillais en ont pris 3 et ils étaient menés très rapidement, le carton rouge quelques instants après. Bref, le PSG a de nouveau 3 points d'avance sur nous, en tout cas 3 points d'avance tout court, parce que je pense que c'est la première fois de la saison, hein. Ils en avaient 2 il y a 3 journées avant leur nul face à Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et surtout, ça conclut ces 2 matchs qui étaient pas simples sur le papier, hein, Lille et Nice, mais tu fais 1/6. Alors, c'est entrecoupé avec cette très belle victoire en Ligue des Champions, mais ce 1/6, il fait mal. Il fait mal. Non, le problème, c'est que on peut même dire 2/9 si on compte le match contre Lens. C'est-à-dire que chaque fois que tu as rencontré une équipe du haut de tableau, bah, t'as pas gagné beaucoup de points quand même. Oui. Que toutes les autres équipes qu'on t'a jouées, c'est que des équipes qui sont en bas de classement, ou Lyon que t'as pris au bon moment. Oui, parce que Lyon est quand même Rennes avant Nice. Bon, Rennes, donc voilà, espérer. Après, bon, t'as des circonstances quand même. Genre, t'as les 2 cartons rouges là, sur les 2 matchs. Forcément, ça t'aide pas trop non plus à aller chercher la victoire. Mais voilà, il va falloir aussi que les prochains matchs, parce qu'il nous en reste quand même pas mal sur le haut de tableau maintenant, vu qu'on a joué quasiment toutes les équipes du bas de classement, pas rater ces matchs-là et être un peu plus sérieux. Bah, surtout Paris, Marseille, donc Paris, Marseille, Reims. Après, t'as quand même, en fait, c'est Paris-Marseille, quoi. Enfin, après, moi, c'est quelque chose pareil, hein, que je répète depuis des années. Oui, t'as 2-3 clubs qui sont un peu... T'as le PSG, ok, on les met à part, même si cette année, c'est peut-être le plus faible PSG depuis l'arrivée de QSI. Bon, malgré tout, ils sont encore premiers, ils n'ont pas perdu un match, ils ont la meilleure attaque, je sais pas s'ils ont même pas la meilleure défense, ils ont un goal average à des années-lumière devant tout le monde, donc ils sont quand même à part. Et après, oui, tu peux considérer que Monaco, Marseille, c'est un peu au-dessus, mais sinon toutes les équipes se valent dans la Ligue 1 globalement, c'est moyen. Donc selon le moment où tu vas les jouer, la Rennes était un peu moins bien, mais est-ce que Rennes va vraiment finir derrière Reims, voire derrière Lens au classement? J'en suis pas convaincu.
Donc en fait, tous les matchs pour moi sont à peu près du même niveau. T'as 2-3 équipes vraiment dans le dur. Montpellier en tête, hein. C'est vraiment eux, c'est la saison désastreuse. Mais malgré tout, Montpellier, c'est peut-être le match que tu as eu le plus de mal à gagner de la saison pour nous, parce que c'était quand même un beau petit miracle celui-là. Donc c'est pour ça. Voilà. Il y a pas de, c'est tout est moyennasse, voire un peu en dessous. Et puis de temps en temps, tu as 2-3 équipes un peu mieux, mais il n'y a pas de cador à l'exception du Paris Saint-Germain. Le petit débat. Alors le petit débat. Pour moi, c'est ce milieu de terrain. Non pas qu'il y ait un débat sur est-ce qu'il faut recruter quelqu'un cet hiver. Pour moi, c'est une certitude. Mais c'est surtout que faire en attendant justement cette recrue qui, je l'espère, va arriver. Il nous reste quand même encore pas mal de matchs. Une bonne dizaine, je pense, entre la Ligue des Champions et la Ligue 1. On va pas pouvoir mettre Zakaria Camara à tous les matchs. Donc, toi, ça serait quoi ta préférence? Redonner sa chance à Magassa, redonner une chance hypothétique à Matarazzo, ou tenter autre chose, Golovin, un défenseur qui monte, un milieu soit tu fais descendre Golovin d'un cran, soit tu fais un milieu à 3 pour plus sécuriser ton milieu de terrain en faisant jouer Magassa, Camara, Golovin par exemple, pour donner un peu plus d'assurance. Que pour l'instant, Magassa, à chaque fois qu'on l'a vu jouer, hormis contre Lens quand il était avec Zakaria, quoi, c'est. De toute façon, à chaque fois, je crois qu'il est sorti à la mi-temps. Non, Lens, il joue. Oui, hormis Lens où il fait un bon match avec Zakaria. Mais sinon, les 2 autres matchs, je crois qu'il sort à la mi-temps. C'est pas. À la mi-temps, ça me paraît. En fait, moi, j'ai un souvenir taisé qui sort contre le Havre. C'est pas contre le Havre qui sort à la mi-temps? Mais c'est pas impossible, ouais. Mais en fait, c'est parce que celui-là, je le mets un peu à part, parce que vu qu'il y a le rouge, bon, on sait pas trop comment ça se serait passé. Mais bon, oui, dans l'absolu, t'as pas tort. Après, monter les défenseurs, comme on le dit en tout début de saison, Singo pourrait peut-être jouer milieu défensif, un cran au-dessus. Sinon, clairement Kerrer, parce qu'il a déjà joué à ce poste-ci, donc il est capable de jouer en sentinelle devant la défense. Mais bon, ce serait quand même s'enlever un sacré joueur de notre ligne arrière. Oui, mais si tu récupères Salissou, ça te... Après, c'est encore une fois, c'est du dépannage. Hein. L'idée, c'est Zakaria Camara. Mais bon, on l'a vu ce week-end, ça nous a coûté 3 points, ou en tout cas, on peut le penser. C'est peut-être un peu facile de faire ce raccourci-là, évidemment. Il te manque Zakaria, et force est de constater qu'il te manque Zakaria, et que le match, il part en couille, et que le fautif sur le but, c'est Magassa. Donc tu peux penser qu'avec Zakaria, il n'y aurait pas eu ce but. Et surtout, l'équipe se serait comportée de manière globale différemment. Donc, ouais, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend cette recrue. Hein. Après, Magassa est un joueur qui est beaucoup moins technique que Zakaria, qui porte beaucoup moins le ballon, qui va jouer plus défensif et qui va plus faire tourner le ballon que vraiment le porter. Là où Zakaria, voilà, lui, il va plus aller chercher, parce qu'il casse les lignes, essayer de porter le ballon et même d'aller faire des frappes. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus offensif, ça apporte beaucoup plus de choses dans le jeu. Donc, forcément, il y a même sans parler de niveau entre les deux joueurs, voilà, c'est pas du tout le même rôle sur le terrain, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais après, Magassa, moi, je m'en fous, toi. Il pourrait être ce que tu es en train de dire, donc juste un role player, pour reprendre un mot un peu plus du sport US, mais voilà, plus un role player, un joueur vraiment qui fait ce qu'il sait faire. Voilà, il prend le ballon, contrôle, passe, pas de prise de risque, quelques récupérations de balles. Mais même ça, il le fait pas, parce qu'il y a quand même des pertes de balles terribles sur du contrôle-passe. Voilà, je lui demande pas forcément, j'aimerais qu'il le fasse, mais de casser des lignes, d'aller placer une tête sur un corner, de frapper de loin. Ok, c'est pas Zakaria, c'est pas Tchouaméni, c'est pas Fabinho, ça le sera sans doute jamais. Même s'il est encore jeune, et bon, on sait jamais. En tout cas, a priori, pour cette saison, c'est pas encore pour maintenant. Mais par contre, au moins, le minimum requis du poste, fais-le. Et là, ce qu'il nous fait pendant 45 minutes, c'est un désastre de A à Z. Donc, voilà. Mais on le savait, encore une fois, que ça allait au bout d'un moment. Il y avait aussi cette question du neuf. Les neufs, ils ont eu la chance, malgré tout, d'être portés par les milieux offensifs pendant qu'ils marquaient pas. Et maintenant, ils se sont à peu près tous mis à marquer des buts. Donc,
Tu auras toujours un ou deux matchs, peut-être, contre Lens, par exemple, où tu n'as pas gagné. Bon, ok. Mais globalement, ça va passer un peu à l'as. Tout le monde aura oublié que nos 9 ont eu un début de saison où ils n'ont pas marqué pendant, je sais plus, 5-6 matchs. Là, ça pardonne pas. C'est tout de suite, la sanction, elle est immédiate et ça fait chier parce que tu laisses le PSG prendre 3 points d'avance, plus ce goal average, donc t'es à plus d'une victoire d'écart avec eux. Voilà. Sachant que tu le sais d'avance, quoi. Tu sais très bien que c'est pas possible que Camara et Zakaria fassent une saison à 60 matchs. D'un côté, t'as Zakaria qui est quand même souvent suspendu et qui a quand même pas mal de petits pépins physiques dans l'année. Camara, il est tout jeune, il a jamais fait une saison européenne et forcément qu'il peut pas enchaîner les matchs comme ça. C'est quand même dur pour un jeune joueur du coup d'arriver à jouer tous les 3 jours sans avoir un temps de récupération qui est beaucoup plus court que d'habitude. C'est long à arriver à se mettre en place, quoi. Tu sais forcément que tu as besoin de quelqu'un derrière qui soit capable de tenir. Genre Magassin, c'est pas. On le découvre pas, genre, il était déjà là la saison dernière, quoi. Genre, Hutter, il le connaît, il sait ce qu'il vaut, quoi. C'est vrai, mais il est jeune, tu te dis, avec une année de plus. Et d'ailleurs, enfin, moi, voilà, on peut revenir rapidement sur l'émission des pronos. Moi, je l'avais mis en bonne surprise, et Boris aussi. Bon, Boris n'avait pas fait l'émission, mais je pense qu'il était un peu dans la même idée que moi. C'était que ça allait évidemment pas être un titulaire, mais que ça allait être le joueur dont on allait avoir besoin au milieu de terrain une fois de temps en temps, et qui allait faire le job, chose qu'il avait fait face à Lens. Bon, bah là, par contre, il l'a pas fait du tout, et clairement, la bonne surprise, bah là, on s'en éloigne, parce qu'avec ce genre de prestations, il risque de perdre encore plus de temps de jeu qui était déjà assez réduit. Peut-être, encore une fois, redonner sa chance à Matarazzo. Bon, il y a quand même 8 chances sur 10 qu'il fasse également un mauvais match, mais s'il fait plutôt un bon match, bah, ça repousse encore le retour de Magassa. Donc ouais, là, ça devient un peu compliqué pour Magassa. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce petit débat qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut une recrue et que Magassa déçoit énormément. Mais voilà, malgré tout, il reste 1 mois et demi avant la trêve, un peu plus d'1 mois et demi. Il va falloir trouver quelques solutions. Surtout que là, en tout cas, moi, j'ai rien vu. On sait pas la blessure qu'a Zakaria, quoi. Si c'est inquiétant pas, quoi. On sait pas. On l'a vu boiter au moment des retours au vestiaire en première mi-temps, là, quand ça gueulait un peu dans les couloirs, vu que ça faisait suite au rouge. Il avait l'air de boiter, donc visiblement, c'est que c'est en bas. Et après, ouais, j'avoue, je sais même pas réellement ce qu'il a eu. On espère qu'il sera de retour. Après, bon, la prochaine match, c'est Angers. Pour le coup, là, ça fait partie de ces 2-3 équipes qui semblent vraiment en dessous. Mais on est à l'abri de rien. Voilà, encore une fois, t'es vraiment à l'abri de rien contre une équipe qui peut mettre bloc bas. Ils ont fait quoi ce week-end d'ailleurs, Angers? Ils ont gagné le premier match de la saison. Ouais, bon, Saint-Etienne. Mais ils ont gagné, c'est vrai. Donc bon. Ils ont gagné, enfin. Sait-on jamais. Top et flop maintenant. Top. Patrice. Donc les tops de ces 40 premières minutes. Oui. Pour moi, c'est Mbolo, parce que mine de rien, dans ce match, il a mis 2 buts. S'il y en a un qui est refusé pour hors-jeu, mais bon, c'est pas lui qui est hors-jeu, c'est Minamino qui est hors-jeu avant de faire sa passe. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour vraiment quelques millimètres qu'il est hors-jeu, donc ça change pas, ça donne pas d'avantage à Mbolo. Il a eu 2 grosses occasions. Au final, voilà, il a mis les 2 au fond, donc c'est bien. Mais il n'y a pas que ça que j'ai aimé dans son match. J'ai aimé aussi la présence qu'il avait en attaque. Il a fait souffrir les défenseurs adverses, du coup, en jouant de sa force, en jouant de son corps, quoi. Et c'est ce qu'on aimait de lui il y a quelques saisons maintenant, parce que la saison dernière, il a été blessé. Donc on retrouve le Mbolo qu'on a beaucoup aimé. Ça a fait plaisir sur ce match de le revoir enfin comme ça, seul en pointe et peser sur la défense, leur faire mal, tenir ce ballon, pouvoir jouer en relais, en pivot avec nos mieux offensifs, qu'il soit décisif dès qu'il a un ballon qui est bon, et qu'il les mette au fond. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie qu'il redevienne, et ça fait plaisir de le voir enfin marquer en Ligue 1 aussi. Ah non, ça c'est bien, ouais. 2 buts en 2 matchs, c'est vrai que c'était un peu notre dernier débat aussi. Balogun, on sait qu'il va pas être là, peut-être pas jusqu'à la trêve, mais en tout cas pas loin. En tout cas, il sera pas là au mois de novembre.
Donc il fallait que voilà. Et là, bah ça se goupille bien. Mbolo se réveille au moment où Balogun s'en va. Bah c'est ce qu'on, encore une fois, pour en revenir à ça, c'est ce qu'on aurait dû attendre de Magassa. Zakaria est pas là. Bon, bah hop, tu sors le bon match qu'il faut, sans être un crack, mais tu nous sors pas cette catastrophe. Ouais, moi de mon côté, mon top. Alors j'ai une petite pastille sur Akliouche parce que évidemment, mais parce que quand même ces 35-40 minutes sont vraiment très bonnes. Après, bon, il a pas coulé avec le navire parce que j'ai pas non plus la sensation qu'on ait réellement coulé, mais il a quand même été beaucoup moins en vue, mais son début de match était très bon. Mais moi, je dirais sur Lamine Camara, qui lui a fait, je trouve, un match un peu plus complet de A à Z, et qui confirme que c'est une excellente recrue. Voilà, et qui confirme aussi que tu peux être jeune. Je crois qu'il est encore plus jeune que Magassa même. Ah oui, oui. Je dis pas de conneries, je crois qu'il a 2 ans de moins, donc l'âge n'excuse pas tout pour Magassa. C'est peut-être pas 2 ans, mais je crois qu'il est plus jeune. Bah, je crois que moi 19 et 20, peut-être que Magassa a 21, mais de mémoire il a 19 ans, hein, Camara. Ouais, non, il est très jeune, ultra précoce, avec un nombre de sélections internationales qui est déjà folle pour son âge. C'est ça. Très implanté dans son équipe en plus. Donc voilà, donc, le joueur, on espérait peut-être il y a 2-3 ans que Magassa et que Matarazzo deviennent ce joueur-là. Bon, bah, visiblement, ça sera peut-être des maturités tardives. Lui, non, il a 20 ans ou à peine 20 ans, il est déjà le milieu, un titulaire indiscutable aux côtés de Zakaria qui est encore un ton au-dessus. Mais vu la marge de manœuvre qu'a ce joueur, on peut lui prédire, ou en tout cas lui souhaiter un avenir dans des équipes européennes d'un autre niveau. Il en est évidemment encore très loin, mais si Monaco fait une belle saison en Ligue des Champions, on sait également comment ça va se finir pour nous l'été prochain. Donc on est habitué, hein, on a connu 2004, on a connu 2017 et j'en oublie. Mais voilà, on sait très bien que les Akliouche, les Ben Seguir, ça restera pas au club. Et potentiellement lui aussi s'il fait également une grosse saison européenne. Flop, maintenant, bon, bah, je crois qu'il y en a un dont on a beaucoup parlé, mais on va quand même forcément au moins citer son nom, c'est Magassa, Patrice. Ouais, je pense qu'on a déjà fait tout le tour, mais bon, oui, comme tu l'as dit sur le match, c'est quand même que, voilà. Il n'y a rien qui va, et puis il nous coûte ce but, quoi, parce que du coup, il suit pas son marquage et il saute pas, donc forcément, sur la seule action qu'il a sur la première mi-temps, ça fait quand même... fait du mal. Ouais. Bon, autre flop, parce qu'il y en a quand même d'autres, c'est vrai qu'on lui tombe beaucoup dessus, mais il est quand même pas le seul fautif hier soir. Non, je vais dire Anderson, parce que du coup, les 2 cartons sont bêtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier, tu fais une faute volontaire, donc clairement, tu te prends un jaune. La deuxième, tu vas chercher la merde et tu déclenches une bagarre, forcément, tu te prends un jaune. La semaine dernière, on disait que Thésée avait un QI foot très très bas. Moi, je suis pas sûr que Vanderson en ait un plus haut là sur ce match-là. Et on pourra voir aussi que Diatta n'a pas eu un bien plus gros. Donc j'ai l'impression qu'on a un problème avec le latéral droit. Vanderson, poser là. Je trouve qu'il a un bon QI foot globalement. Par contre, c'est peut-être le QI tout court qui est un peu plus contestable. Mais, oui, non, parce qu'après, je parlais vraiment sur ce point-là. Après, dans le jeu, oui, bien sûr, il lit très bien la trajectoire. Voilà, bon, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment plus sur des actions défensives un peu bêtes. La deuxième, c'est même pas défensif. Pas. Là, ouais, c'est pour ça que je parle de QI tout court, quoi. C'est que là, c'est vraiment, c'est débile, quoi. Et ouais, il va pas chercher la merde à ce moment-là, quoi. C'est bon, c'est la mi-temps qui arrive, le joueur il se pousse pas, au pire tu lui tires dessus, puis voilà quoi. Bah ouais, mais bon. Mais du coup, cette action-là, c'est ça qui nous plombe réellement quoi. Parce que si on continue le match à 11, on sait que derrière on les gagne. Quoi. On a bien vu sur la première mi-temps, on a largement les moyens. Oui, bien sûr. Ça aurait été a priori en tout cas une deuxième mi-temps différente. Tu peux t'imaginer que ça aurait été un peu plus ressemblant à ce qui s'est passé en première et que Mbolo aurait peut-être remarqué ou un autre joueur, mais bon, en l'occurrence, ça s'est pas passé comme ça et c'est con parce que, tu vois, Vanderson, pareil, je l'avais mis pire joueur de l'année parce que pour moi, c'était le seul du 11 ou pas loin qui allait clairement perdre sa place au profit de Singo décalé. Et clairement, j'étais le premier à reconnaître qu'il faisait quand même un vrai bon début de saison et que du coup, le casse-tête, il était plus dans l'axe, sauf que bon, là, avec la blessure de Salissou, ça a enlevé ce petit casse-tête.
Là, donc Van der Son va être suspendu un match. Il a pris combien, Thésée 2. Parce que lui, ouais, voilà. Je pense que Van der Son, ça va on n'a rester pas de à latéral au prochain match, donc si Salissou est pas là, est-ce que Singo va pas se décaler, à part si on le décale avec Mawissa. Mais ce sera Mawissa. Soit il tente Diatta. Voilà, il y aura des interrogations sur le match. Donc voilà, je pense que Van der Son va prendre qu'un match, avoir son casier. Bon, non, parce qu'il avait un sursis. Donc forcément, il prend plus. Bah, voilà. Il prend 2 minutes. Bon, bah, donc j'ai ma réponse, malheureusement. Bon, après, c'est que Angers, encore une fois, mais bon, il faut pas non plus trop les prendre à la légère. Mais je pense que, j'espère surtout que le choix sera fait de décaler Singo et de mettre Mawissa. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais j'aurais aimé peut-être aussi qu'il fasse ça ce week-end, de faire rentrer Mawissa plus que Crépin Diatta, mais bon, bref. Ouais, je pense que après, encore une fois, c'est un derby et je pense qu'il y avait la volonté de mettre la grosse équipe et faire plus tourner sur Angers pour poser avant Bologne. Ouais, je pense plus que c'était sur Angers qu'on allait voir Mawissa et c'est pour ça que je pense clairement qu'on verra Mawissa contre Angers et que du coup Singo sera décalé. Quoi. En espérant qu'il fasse pas le choix de mettre Mawissa et Diatta en défense. Quoi. Voilà, et Ouattara, parce que forcément. Carrément, allez, on y va. Donc, et Magassa va faire une grosse rotation. Et Magassa, Mawissa dans l'axe et Ouattara et Diatta sur les côtés. C'est parti. Si t'as pas à défendre, ça peut bien se passer, mais par contre, faut pas que la rotation à FIFA quand tu veux reposer tes cadres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Bon, et dernier flop, c'est Diatta, parce que forcément, Patrice, cette passe lunaire, on en a parlé, te coûte directement un but, quoi. Et... c'est même pas une faute technique. T'as donné la balle clairement à l'adversaire pour qu'il gagne le match. Quoi. Je sais pas. J'avoue, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Quoi. Les fils se sont touchés. Je sais pas. Il a paniqué. Bon, bref, une grosse erreur technique et qui fait chier parce que si au bout du bout t'avais ramené un point, ça aurait été encore une fois frustrant, un peu comme la semaine dernière face à Lille, pour des raisons différentes. Mais voilà, là t'es pas capable de le faire. Donc on le rappelle, Monaco reste second malgré tout de la Ligue 1, voire revenir par contre Lille à 3 points. Marseille reste à 3 points et le PSG lui par contre prend 3 points d'avance. Est-ce que tu as envie de parler rapidement d'autres éléments? On n'a pas trop parlé de nos milieux offensifs. De Caillot, de Singo, de Kerrer, qui a également quand même pas mal de maladresse, qu'il a toujours su plus ou moins récupérer. Mais bon, il nous a fait quand même 2-3 petites frayeurs aussi. Ouais, non, j'ai bien aimé le match de Madjeki, même si sur le premier but, comme on l'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même mieux à faire. Après, sur tout le reste du match, il a fait des très bons arrêts, des très bonnes sorties. Je trouvais qu'on l'avait moins vu sur les autres matchs, il y a eu moins d'occasions pour vraiment s'illustrer. Sur ce match-là, il a un peu plus montré déjà, donc ça fait plaisir de voir qu'il a toujours ses réflexes et qu'il est capable d'élever aussi le niveau lui quand il y a besoin. Et qu'il a toujours un jeu au pied désastreux. Ça, faut pas non plus. Ça. Pas tout avoir. Quand même. Il peut pas tout avoir. On peut pas avoir. C'est vrai que dans ce qu'on va appeler le football moderne, le gardien c'est quand même essentiellement la base qu'il doit savoir faire, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi si tu rajoutes un petit jeu au pied long. Encore une fois, c'est des relances longues dont on parle, ça va quand même rarement très précisément vers un joueur, donc les trajectoires sont très hautes. Bon, voilà, donc c'est clairement un axe d'amélioration, mais sur les bases du poste, il est bon, il confirme ce qu'il nous avait fait lors des 5-6 derniers mois la saison dernière, donc ça c'est quand même une bonne chose. Il n'y a toujours pas de clean sheet. Et ben non, du coup. En 3 matchs, on n'a pas fait ça. Et ben non, parce que on le prend comment le but la semaine dernière? Mais on fait quoi contre Lille? Contre Lille. Ah non, 0-0. Ah si, pardon. C'est ça, 0-0. Parce que là, 0-0 contre Lille. Ah, pardon. Je me suis dit, il prend un but. Non, ici, il a fait clean sheet contre Lille, pardon. Ouais, voilà, donc il a fait... voilà, c'est ça. Honnêtement, tu m'as mis le doute, puis je me suis dit, mais on le prend comment? Puis d'un autre côté, je me disais, mais on marque aussi comment? J'avais pu... D'accord. Du coup, ça... Non, c'est moi, je me suis trompé. Tout s'explique.
Non, c'est pas grave, on appelle ça une Adrien dans le milieu. Ça arrive à tout le monde. Bon bah voilà, hein, qui conclut donc ce débrief en tout cas pour la partie match. On va terminer avec les habituels pronostics donc de la rencontre de la semaine prochaine face à Angers. Les pronos de la semaine dernière, enfin plutôt du milieu de semaine qu'on avait fait avec Damien, malheureusement Damien a eu bon. Première défaite de la saison pour Monaco, c'était un gros pari. Ça semblait bien se goupiller pour nous, mais bon, voilà, première défaite de la saison. Elle est en effet arrivée ce week-end. Moi, de mon côté, c'était un but sur coup de pied arrêté. Alors, je pourrais truander et dire que j'ai eu raison, mais c'était pour Monaco. Hein, même si je crois que je l'avais pas précisément dit, mais bon, évidemment, c'était pour Monaco. Donc, c'est un pari qui n'est pas validé. Ton pari pour donc le match face à Angers, samedi à 19h. Je dirais bien grosse rotation, mais c'est pas vraiment quantifiable. Donc moi, je vais plutôt partir sur qu'on fera un clean sheet. Ouais, mais je pense qu'il y aura une très grosse rotation quand même sur le match contre Angers. Non, je vais partir sur le fait qu'on va pas encaisser de but contre Angers, qu'on va faire un clean sheet à domicile. Je te rejoins sur le clean sheet, je l'espère évidemment, mais je te rejoins sur le côté rotation, donc c'est pour ça que moi je vais partir sur Ileni Kana, buteur. Voilà, parce que je pense qu'il va être titulaire à la pointe de l'attaque. Dans tous les cas, il rentrera en jeu, mais je pense qu'il va être titulaire, donc qu'il va au moins avoir 60-70 minutes pour marquer un but. Et ça serait bien aussi qu'il se relance, parce qu'évidemment, il y a eu ce but contre Barcelone ultra important, mais depuis, il n'a pas retrouvé le chemin défilé. Donc maintenant, il est devenu en 2 matchs, il est devenu notre numéro 9 avec le moins de buts. Bon, après... C'est quoi? C'est 2 buts pour Mbolo et 3 Balogun? Ouais, ça, je crois que personne n'a dépassé les 3 buts encore cette saison. Ouais, c'est ça, mais j'avais un doute sur est-ce que Balogun était à 2 ou 3, mais ouais. 3, que c'est 3. En tout cas, voilà, merci Patrice donc, de m'avoir accompagné pour ce débrief, donc en J+1 de la première défaite de la saison de l'AS Monaco. On se retrouvera donc samedi. Je pense que ça va être compliqué. Le samedi, c'est toujours un peu compliqué pour qu'on ait du monde. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Je pense que Damien, c'est compliqué aussi le samedi. Donc, à voir quand on pourra vous proposer ce débrief. Mais dans tous les cas, on vous en fera un. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.